Okay, good morning, everyone, and you're all welcome to our second country specific Pataril. And so, for those who are new on the platform, when we talk Pataril, we mean that we want to review cases, we want you to engage with your peers, we want you to have access to experts, and we want you to learn some key lessons from the session. So you're very welcome to our Pata today. It's going to be an exciting session, and I really hope that all of us who are connected, we're going to have the opportunity to learn and carry our learnings back to our respective health facilities. Slide, please. Okay, just for some housekeeping, um, we have translation available into French. So if you're wondering where you can get access to the translation, you can go down to your menu bar. On your menu bar, you should be able to see the more icon. If you click on the more icon, you should be able to see interpretation. It looks like a globe. You'll see the arrow pointing to it. It looks like a globe. So you can click on that globe and you have access to interpretation. I'm saying this because some of the presentations are going to be done in French, but then there will be interpretation available into English, as well as some of the sessions will be in English, and there will be interpretation into French. So we don't want anyone left behind. We also have the chat box. Make sure you use the chat box to introduce yourself. We want to know who you are and what facility you're joining us from. So you can use the chat box to introduce yourself, and you can also use the chat box to drop your questions and comments. And I'm sure we'll have time to come back to those and review those. Slide, please. Okay. So our theme for today, we are focusing on case identification with a key focus on index case finding and PMTCT, so testing in prevention of mother to child. Why are we having this topic? We are having this topic because we realize that testing is still a little bit suboptimal, and we are not really maximizing on the strategy of index case finding that we have. And also we found that retesting of pregnant and breastfeeding women is still not optimal. It's not where we want it to be. So that's why we decided to have this Pataril. And another reason is also the fact that the country has new guidelines around case identification, especially for pregnant and breastfeeding women. So we wanted that everyone should be up to date with the new guides or what our guidelines are saying, and that's why we decided to have this Patario session focus on that. We of course our focus is on Cameroon. So we're going to be looking at what is happening specifically in Cameroon. I'm sure that the screen is going to come up back very shortly. But just in terms of format, I would like to say that the format of this Pataril is a bit different. It's not like the conventional Patarils we have. The format for this Pataril, we are going to have a case study of a best practice that we got from Tanzania, after which we are going to have our expert speak to us about case finding with focus on index case finding and what our guidelines are saying regarding this strategy and what we can do to optimize the strategy. And after that, we are going to have two breakout rooms. So there'll be one breakout room in English and one breakout room in French. And we'll have cases that we are going to discuss in these breakout rooms. Each breakout room is going to have a facilitator. I will be in one of the breakout rooms and Dr. Sandrine will be in another. So
we are going to be having those breakout rooms, and in those breakout rooms, we are going to discuss more again around the cases, and then we'll be able to share. Sorry, some people's mics are open. When you get in, please mute your mic just so that we don't have disruptions. Thank you. So we're going to have breakout rooms, and in those breakout rooms, we'll discuss those cases, after which we'll come back to the main room for final discussions and closing. So that's the format. So for today, the experts we are going to be working with to make this session a success, we have Dr. Grace Niep, who is a public health professional and a physician by training, and she is the technical advisor at Elizabeth Glacier Foundation for Pediatric AIDS, that's ECPAF in Cameroon. And her area of expertise is more around case identification. So she provides expertise related to testing, prevention in 2 regions of the country. So she has a lot to give out to us. So I really call us to be attentive when she does her presentation. Also, we are going to be having, sorry, can you still hear me? Confirm you can hear me, please. Yes, we can hear you. Sorry about that. It can really get real with the network. So sorry, I was saying that also we are going to be having Dr. Sandrine. Dr. Sandrine equally works for ECPAF Cameroon, and she works and supports on the Pediatric Breakthrough Partnership, which is the project under which we are actually being able to host and run these webinars. I am Dr. Vanessa. I work for PATA as country representative in Cameroon. So together we are going to really make sure that you have a good time during this session. Okay, so right away, like I said, if you're just joining, please make use of the chat to introduce yourself. Right away, we are going to look at a best practice from Tanzania. The slides are in French, but then I'm going to proceed in English. Yeah, the slides are in French, but I'll proceed in English. But like I said, there's interpretation. Donc, si vous avez besoin de traduction, vous pouvez partir. Angelita, can you go back to the slide that has the information around translation, please? Oui, vous pouvez partir, non. Vous pouvez partir là-bas, là où vous voyez le rouge là. Là-bas, vous pouvez faire le transition pour avoir le même texte en français. Moi, je vais parler en anglais, mais le diapo était en français. Okay, Angelita, we can go on to the case study now. So we are going to be looking at a case study from Tanzania, and I just wanted to show to us some key aspects for us to know that, yes, it is possible, and this is only possible if we do it together, we do it right, and we do it now. So I want us to look at a best practice from Tanzania. So when you look at that, the first thing to note is that the child has to be at the center of HIV services. We are talking pediatric breakthrough. Our project is focused on ending pediatric AIDS by 2030. And our focus group are children 0 to 19, as well as the pregnant and breastfeeding women. And so if we want to talk about the children, we must put them at the center of the services we are providing to them.
They should have access to HIV services. They should have access to social welfare services. And they should also have access to essential services. You know, sometimes we look only at the drugs that we are giving to these children, but we forget that these children come from families. We forget that these children need support. We forget that these children have other essentials that they need to be able to have a holistic life that is really productive. So we have to take care, we have to take note of all of this so that we don't leave any child behind, and so that we provide the best quality of services that we have or we can provide to these children. Slide, please. Now, we want to look at what happened in Tanzania. They were able to carry out family-based testing, and they had very good results. But what did they do even before doing this testing? What they did was that they trained TAs to be able to go around. So these TAs are like the community health workers that we have, to be able to go around and do this testing in the communities. And they were these community health workers were trained on how to build relationships with communities and make them feel at ease, and focus on different groups. That's the children, the adolescents, young mothers, the grandparents, the parents, the women living with HIV, like all of these groups. So they were trained on how to build relationship and communicate with the different groups. Secondly, they were also trained on confidentiality and the respect for all, because we know that once you have to carry your work into the community, you have to make sure that there is confidentiality, just so that people don't rather run away from the services you're trying to provide. Also, thirdly, they were trained on culturally appropriate and clear language to help them communicate effectively. How do you communicate with somebody in the community? Don't just go saying things to people that don't make sense. So they were also trained on all that. We're also trained to understand boundaries. You know, you should not now go and want to carry everything about the family on your head. You should know where to stop. You should know where your services end. You don't go and try to do everything. So they were trained on that as well. And to help people to understand what consent for testing means. Because sometimes when we say we should get consent before we test people, some people really don't understand what we mean by that. So they were trained to be able to educate people to know what they actually mean when they're talking about consent. And lastly, they were trained to understand the process of linking children and adolescents, as well as caregivers to village and the village leaders or health workers to the nearby facilities that were available. So all of this was done to make sure that they have a good experience with this model. The reason I'm bringing this is because I know that a lot of us are trying out these strategies, but sometimes we are like, oh, we tried it and it did not work. But it's important for us to know whether we did it right, because this is what Tanzania did. And now to the results. Next slide, please. When they did this and were able to put these community health workers in the field, what they realized, or what they were able to do, is that they tested 866 children. Out of these 866, 393 were tested by index testing, and 473 were tested by door-to-door testing. And from these 866 that were tested, they had 121 positive children. I think that's huge. This was done across 2 districts, and they had 121 positive children. And what was very interesting even about these positives they found was that, yes, majority of the children, that's 75 of the children, were positive from the index testing. So they were tested by index testing. So it means that they were either biological children or biological siblings of somebody living with HIV. But also they found 46 positives who were not index positive. So they were just tested as they were moving door to door. 46 of the children who were tested positive were not really having anybody, or there was nobody in the household who was HIV positive as at the moment when the children were tested. And I think
This just told us that there needed to be more investigation to understand what's happening, what's the story of these children, because we all know that the highest means of transmission for children is vertical transmission, but we should not forget that children can still get infected by other means, maybe by rape or blood transfusions and other modes of transmission. So I think that's the part that they had to go back and verify. But this is just an eye opener to tell us that if we actually carry out this strategy with fidelity, we can find the positives, because then the children are there in the community. But now, are we doing it right? Are we doing it together? Are we doing it now? That's the question we need to answer, and we need to make sure we are actually doing to get the kind of results that we want to get. So in terms of lessons learned, slide please. When they carried out this training, they learned some lessons along the line. The first thing was that they found that there are many opportunities for HIV testing among these children with who are with non-index caregivers. So children who are living in homes, even where you don't find people who are HIV positive, they may have still gotten HIV from another means. Some of them might have been orphaned and they are in that house, but you may not know that history. You may just think that it's a child of the house. So we have a real opportunity if we do door testing to find some of these children who are HIV positive and are living in the community. Another thing that they found was that children with delayed growth were an entry point for HIV counseling and testing. So we move around the community, we see children who are malnourished, children who are failing to grow as they should. And sometimes the community tends to say, oh, this child is not normal and things like that. But that's an entry point for us. So when we see children like that, we should go towards them and try to test them and see if they're positive. Also, the community health workers played a crucial role due to their acceptance by the communities and experience in peer support. So it means that who we engage matters. Let's not engage people out of sentiment or because we like them, but let's actually engage the people because we know that they can deliver, because we know that the community longs and trusts them, because the community can gravitate towards them. Because then if we have this kind of people, then we're going to get the kind of results that Tanzania got. And lastly, we have to use the existing community systems, and integration of services is very impactful in reaching the hard-to-reach children. So we should not now go and create parallel systems. When we go into the community, their community structures are available. We have the polyvalent community health workers. We have the health area management teams. How are we making use of all of these structures that are present to make sure that we are reaching out? And when we are going out to the community, we should not just go because we want to test children. We should go with other services like nutrition screening and counseling, screening for other things, not just HIV, so that then we are integrating many things into our outing, and we are able to expand our reach to get to many more people. So this is Tanzania's story. And this story really just tells us that there is a lot that we can do, and there is a lot that we can access to make a change if we do family testing right. And it also tells us that HIV positive children are not only found in households where we have positive parents or positive siblings. So we should be on the lookout. At this moment, I'm going to pause for a minute and see if there is one question. We can take one question. Yes, thank you, Angelita, for coming back to this slide. Yes, go back to the slide that has the statistics, please. Yes, thank you. If we have one question, I will take the question before we move on to our presentation from the experts on index case finding. So if you have a question, please just raise your hand, and so that I can take you. Thank you. I will just give a minute for that. While Dr. Grace is getting ready to share her slides. I don't see any hands raised. I hope you were hearing me.
Please, et même en français, vous pouvez poser votre question, pas seulement en anglais, hein. Vous pouvez poser même en français. Il n'y a pas de questions? Bonsoir, docteur Vanessa. Oui, bonsoir, Monsieur Fotso. Ok. J'ai suivi votre présentation et ça a été vraiment édifiante. Et j'aimerais juste savoir, l'implémentation se fait déjà dans notre zone et si ça se fait déjà, quelle est la situation actuelle? D'accord. Par rapport à le testing familial. Et communautaire. OK. Ok, Thank merci. you. Je vais parler en anglais. Il n'y a pas de problème, docteur. Okay. So Mr. Fosso is trying to find out if we have already been able to do community testing in our own setting, and what were some of the results that we got. So yes, generally to respond to your question, yes, community testing is something that we are doing in country, and even family testing is something that we are doing in country. But then what we realized as a country in doing community testing and even doing family testing was the acceptability. To an extent, the feedback we've gotten from people who have tried to implement this strategy is that when you go into the community, some people are not very accepting of this testing, and those who approach you for a testing are mostly those who know that they are HIV negative, and they're just coming to confirm that they are HIV negative, or some of the people who know that they are HIV positive but maybe have gone for prayers or have gone for gone for other interventions and are now coming to see whether they are now fine or whether there's still a challenge. So generally, community testing is going on, but there's really a problem with acceptability. In terms of use from community testing, I cannot really give you a figure as at now unless I really verify, but one thing we also identified was the fact that sometimes when community testing was done, they were doing selective reporting, meaning that they were mostly reporting just the positives that they were getting from the testing that was done in the community, which kind of makes it difficult for you now to know whether, okay, the yields in the community are very high or very low. Because if you go and test 100 people and you have 2 positives and you come back and report just those 2 positives from the community, it will seem as if the positivity rate in the community is much. But when you compare it according to the number of people that you actually tested, then you may see that, okay, it's not very much. So I think there's a lot that we are still trying to improve around our community testing as well as the family testing. And that's why we thought that having this case study there to show what Tanzania did and how they did it and the results they were able to get should be able to also inspire us to do it rightly and to be able to get also the kind of results that we want to get. I hope I responded to your question, Monsieur Fosso. Okay, Dr. Yes, Grace. okay, thank you. All right, thank you. I don't know if Dr. Grace is there now. She was having a small challenge earlier. Okay, if not, then we are going to continue with our program and we're still going to get her presentation. So Dr. Sandrine, you're welcome. This next session is going to be coordinated by myself and Dr. Sandrine. And we are going to put you people in 2 groups. So one of the group is going to be French speaking and one of the group is going to be English speaking, because we don't have translation in this group. So we try to make it unilingual so that we don't have people stressing or straining in those discussion sessions, and also because we don't have a lot of time for it. So we have 2 groups.
The first group is going to be talking about index testing. And the second group is going to be talking about missed opportunities for testing in PMTCT. So I am going to be coordinating the first group, and Dr. Sandrine is going to be coordinating the second group. So right now, Angelita, please, can you move the slide? Okay, so we have two cases like I earlier indicated. The case is projected there in French, but permit me to read it in English so that I carry people along and also so that I'm more efficient in reading. So the first case, we have a 10-year-old child who is brought to the clinic for malaria. Upon reviewing the family file, it is discovered that the mother tested HIV positive during ANC 2 years ago. The father's status is unknown and no one has followed up on the child's status since the diagnosis of the mother. So we have some discussion prompts, which we are going to be discussing in our group. What are the missed opportunities for this child? How would you proceed with index testing in this scenario? And what are the strategies for engaging the father or the other siblings? And then the second case, which is opportunities, the missed opportunities for PMTCT. You have a breastfeeding mother who presents at routine vaccination session for her 6-week-old infant. She tested HIV negative during her ANC at 16 weeks gestation. She reports that she has since had another partner and no HIV testing was offered after the initial test at 16 weeks. So the discussion prompts also is that what does the guidelines say about retesting in this scenario? How do we strengthen HIV screening during immunization or in the postnatal period? And what strategies can be used to increase uptake without stigma? So please, I would like that as we are going into our breakout rooms, let's assign a rapporteur, somebody that will be able to speak for the group when the breakout session is over and when we are coming back as one. And please, let's really discuss those strategies that would be useful for us as Cameroon. That will be useful. It will be something that you have done and has worked, and that you're thinking that, okay, if we put it in this expanded session and we get our sites to try and implement it, we may also be able to get results. So case one will be discussed in English and case two will be discussed in French. So if you are going into the room one, you should know that the case on index testing will be discussed in English. If you are going into room two, that case will be discussed in French. So we have tried to make it like that so that we have it easier since the discussion rooms do not have translation. Is there any question before we break out? Any question? Anybody needs clarification on this? Any questions? No, I don't see any questions. So Angelita, how do we proceed to the breakout rooms? Thank you, Dr. Vanessa. So to join the breakout rooms, you will be clicking on your Zoom. You'll be able to see 3 dots there where you can click on more, and you'll see there a pop-up for breakout rooms. You can just click on the breakout rooms and you can choose room 1 or room 2 and click to join. Okay. Is it clear for everybody? Hello, Vanessa. Yes, Doc. Can she come again, please? So that Okay, we explain to the people. Angelita, can you repeat yourself? So you have to click on the 3 dots on your Zoom. You'll be able to see at the bottom, there's 3 dots there. You want to click on those 3 dots and you'll be able to find breakout rooms there. It should have a little box that shows 4 little blocks and says breakout rooms. If you click on that icon, you'll be able to select the breakout room and join.
However, if you are having trouble joining the breakout room, you can just type on the chat room 1 or room 2 and I can move you onto that room. Est-ce que vous avez compris? En bas de la page, de votre page Zoom, vous allez voir 3 petits points. Si vous cliquez sur ces 3 petits points, vous allez voir les différents travaux de groupe. C'est soit vous êtes dans la salle 1 ou la salle 2 et vous allez choisir laquelle. Mais si vous avez des difficultés à le faire, écrivez dans le chat la salle où vous voulez aller. Madame Vanessa a dit que si vous parlez en anglais, le cas 1 sera discuté en anglais et le cas 2 en français. Donc, vous pouvez écrire tout simplement dans le chat là où vous voulez aller et puis on va vous aider à vous mettre dans ce groupe-là. Moi, par exemple, je vais écrire Room 2 dans le chat. Parce que moi, je ne vois pas les 3 petits points. Donc, faites pareil. Si vous avez des difficultés à aller dans une salle ou l'autre.
Hi, Grace. Have you joined us? For those of you who can hear me, that means you're still in plenary, and you're welcome to join any of the groups. To join the group, you would click on breakout room, and you will select the room you'd like to join. If you're struggling with that, you can post a message on the chat, and I will move you to the correct room. Dr. Grace, can you hear me? Yes, I'm here. You. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Dr. Grace, we've just skipped your presentation for now, so we could move into the breakout rooms, but we'll come back to you as soon as the breakout room session is done. Is that okay? Okay, no problem. Okay. Do you have your slide ready to present? For now, I have it, but it's in my laptop. If you permit that, I can move to my laptop, because for now I'm using my phone. Okay. I can also share my screen from my side. Just you'll have to tell me what slide to be on, because I know you have a lot of slides, so I thought it might be easier for you to share from your side. Okay. Thank you, Grace. We'll speak soon. You're welcome to join the breakout rooms too if you'd like. Can one person from room one person from room two, not the rapporteur yet, just one person, tell me what you felt about the session? Anybody?
Nobody wants to talk. I don't know why we are so quiet. Doc. Yes. Okay, so I was in group 1. Yes. What I feel or what I understood from our discussion is the fact that we might be missing out on the national algorithm for testing children. Because I think if we understand what the requirements are, that way systematically we know what we should do each time we see a child at the different entry points, even without seeing the parents or the guardian. I think that if we have that understanding, it can make the task of testing children easier, because my understanding is it's not the same for adults, and because it's more intensive and more strategic, it's important that we understand what it is so that we don't miss out on any child. Thank you, and over. Thank you very much. So guidelines are important. And after all of these our discussions, Dr. Grace is going to put the cement on the building, and we are going to indeed see where we have been missing it and where we can do what we can do to catch up. Thank you for group 1. One person from group 2, while the rapporteur for group 1 should be getting ready. One person for group 2, just tell me overall what you felt about the breakout session. When you sat in that room, what did you think sitting in that breakout session? Vous pouvez parler en français, groupe 2. Pardon, si vous nous rejoignez en retard, il y a les traductions qui est disponible. Il y a vous partez là-bas, Dr. Sanjay, I don't know if you can help me to explain. They have to go to the more, and they'll see the icon that looks like a globe, and they can click on it, and they will have translation to French. The icon that look like what, Vanessa? Like a globe. OK. Donc, si vous voulez la traduction en français, vous allez aller sur là où il y a les icônes là. Vous allez voir l'icône qui ressemble à un globe. Hein, vous allez cliquer sur l'icône là et on va vous demander de choisir la langue que vous voulez. Donc, faites-le pour écouter. C'est important parce que quand on va faire la séance plénière tout à l'heure, vous aurez besoin de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Okay, thank you. Yes, I saw somebody's hand up to give us an experience from room 2. Who was it? Hello, Doc. Oui. This is Okay, yes, Elizabeth. I was in group 2. I really did not get the system correctly because it was in French and I could not see the translation. But I just want to try from what I understood. The question was talking about a woman that was seen as 16 weeks pregnant. And so remember, you are not reporting. You are just telling us an experience or what you felt, because then we have somebody who will report for that. Okay, sorry. So I just feel like we are missing out on doing proper follow-up for pregnant and breastfeeding women when it comes to doing their routine, following the algorithm for routine testing for these women. Because if a woman should come at 16 weeks and an HIV test is done for that woman, and we don't follow up anymore, we only see her maybe later, or we don't follow for the next 3 months or after breastfeeding, after women. That means we are missing a lot, and we really need to put an eye on these women. We don't just have to test them once they come for booking or the day we receive them or when they are in their labor and then we let go. We need to do a continuous follow-up on these women. That was what I understood. Thank you. All right. Thank you very much, Elizabeth. So from the two groups who agree that there are gaps, and like I've said already, the presentation that is going to come after this is going to cement and show us where to focus on and what to do to be able to avoid those gaps as we provide services for children and for pregnant and breastfeeding women. So right now, I will go back to group 1. The rapporteur for group 1, can you just tell us what you could discuss around the case for group 1, and then we'll do the same for group 2. Thank you. Dr. Margaret, you have the floor. Yeah, okay. So
This was a case. So this is a 10-year-old child who presented to the clinic with malaria. And they said that the mother had visited, the mother was discovered HIV positive during an antenatal visit 2 years ago. The father's HIV status is unknown. So we discussed this case and we said that there were missed opportunities in the index testing and also in the family testing. So one of the things, I think the recommendations going forward in this case were to do with that we needed to, that it was, okay, first of all, it wasn't clear whether this, whether the child had been offered index testing at the start or not. And also it wasn't clear whether the mother was put on ARVs or not. So going forward, we thought that they need to offer index testing at the start. There should be screening at all entry points. Partner notification is important, especially for the father. And then also being able to elicit all the children in this family. Thank you and over. Hello, was that Eddie? Hello? Thank you, Dr. Margaret. Thank you very much. Does anyone for Group 1 want to add to what Dr. Margaret has said? Please, let's be snappy. Anybody for Group 1 wants to add, or what she said is okay? Okay, so I think another thing to note from Group 1 was the fact that index testing should not be a one-off. So after we offer index testing, there should be room to re-offer. Maybe at the start, the woman was not very comfortable to share, or maybe she did not even accept. So we should always make sure that we re-offer the service when we come in contact with that woman. And also made mention of the fact that testing could be done at the facility as well as at the level of the community. So you can take a rendezvous with the patient to do the testing in the facility, or you can do a home visit to do the testing there, which will also be a good opportunity to be able to test the sexual contact or the partner, as the case may be. So thank you very much for that feedback from Group 1. And now we'll hear from Group 2. Le rapporteur, Groupe 2. Ok, Allô, merci. docteur Santé. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Vanessa. J'ai été le rapporteur du groupe D, mais malheureusement qu'on n'a pas fini les cas. Tout de même, on doit parler de ce qu'on a commencé avec. C'était un scénario d'une femme qui est venue à la CPN à 16 semaines, qui a été dépistée négative et qui est venue à la vaccination avec son enfant. On demandait qu'est-ce que nous pourrions faire. Est-ce que vous pouvez reprojeter d'abord les cas? Oui. Ce qu'on nous demandait, bon, je vais répéter cette semaine Hello, qui vient pour Angelita, la please, can you vaccination. project case 2? Thank you. Qui venait pour la vaccination variait selon la vaccination. Et à la vaccination, il a reporté qu'il avait un partenaire déjà. On demandait qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas. Ce qui était retenu, c'est que la femme doit être testée, doit être testée, doit être testée pour faire un dépistage d'une façon générale au VIH à la première visite comme on l'a fait, puis à nouveau au troisième trimestre, vers 28 et 32 semaines pour les femmes enceintes et séronégatives. Mais nous n'avons pas eu les résultats à la 28e et 32e semaine. On n'a pas eu les résultats. On connaît seulement les résultats négatifs quand elle était enceinte à la 16e semaine. Je pense qu'on a manqué, on a eu a manqué une occasion pour tester cette femme quand elle était encore enceinte. Maintenant, elle vient en vaccination. Quand elle vient en vaccination, et elle dit qu'elle a un nouveau partenaire, ce qui nous donne encore une possibilité de traiter et de tester la femme parce qu'il y a le risque d'un nouveau partenaire
les risques pour l'enfant qu'elle Dr. allait Shimba, prendre. 1 minute, please. So please, if you're English speaking, you can still go again to the more icon and you go to the icon that looks like a globe and you get translation. So there's both translation for English and French. So if you're English speaking and you want to switch, so you can switch English to French and you want to switch, you can go under the icon that looks like a globe. You see interpretation, excuse me, and you click English, click English so that you get the translation from French to English. Thank you. Go ahead, Dr. Shimba. OK. D'une façon générale, pour une femme enceinte séronégative à 7 semaines, un nouveau test peut être proposé en fonction des facteurs de risque, tels que des rapports sexuels non protégés avec un partenaire dont le statut VIH est inconnu ou positif. On ne connaît pas le statut du partenaire, des nouveaux partenaires de la femme. Alors, on devrait même proposer les tests aux partenaires pour connaître son statut. Alors, pour qu'on puisse proposer les tests et aux partenaires et à la femme. Ça, nous avons manqué cette occasion. Alors, bon, la répétition des tests peut être nécessaire en fonction des facteurs de risque et du délai depuis la dernière exposition potentielle. Alors, nous voyons que ici, nous ne savons pas l'habitude sexuelle de la femme. Si on ne sait pas l'habitude sexuelle de la femme, nous devons proposer les tests. Si on n'a pas proposé des tests, c'est-à-dire nous n'avons pas suivi les algorithmes ou bien les guidelines nationaux pour faire les tests. Merci beaucoup et à vous. Bon, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un de groupe 2 qui veut ajouter quelque chose? Allô, Vanessa? Oui. Je veux juste peut-être arranger ce que Dr. Shimba a dit, peut-être faire simple en disant, nous avons dit que pour toute femme enceinte, nos directives nationales recommandent qu'une femme enceinte qui est testée négative en CPN1, comme c'était le cas de cette femme, qu'elle doit avoir un test tous les 3 mois jusqu'à ce que son enfant ne soit plus exposé, c'est-à-dire en vaccination. Et même après, on doit continuer à suivre. Si elle allait, on doit continuer à lui offrir un test tous les 3 mois jusqu'à ce que son enfant ne soit plus exposé. Bien sûr, on a parlé du dépistage, vous avez parlé du dépistage du partenaire, des partenaires parce qu'on dit qu'elle a eu un nouveau partenaire, mais nous devons retenir en bref que pour une femme enceinte séronégative en CPN1, nous continuons à lui offrir un test de dépistage tous les 3 mois jusqu'à ce que son enfant ne soit plus exposé. Merci et over. OK, merci. Merci, groupe 2, pour tout les discussions, mais aussi comment on peut renforcer les dépistages de VIH lors des séances de vaccination. Bon, c'est juste comme vous disiez qu'on doit refaire les tests. Donc, chaque fois que les femmes viennent pour les vaccinations, on vérifie. Si c'est déjà plus de 3 mois, ça veut dire qu'on va faire le test VIH. Si c'est déjà plus de 3 mois, et elle a son dernier statut, c'est négatif. Ça veut dire qu'on va refaire le test pour VIH. Comme ça, on va assurer que tous nos enfants sont protégés. Sinon, on va avoir beaucoup d'enfants qui viennent vers vous pour les vaccinations, qui va mourir à cause du VIH. Pardon, excusez mon français. Donc, c'est mieux qu'on comprenne tout ça. Et merci à vous. Thanks to everyone who took part in this session.
And I hope that we have seen already some of the gaps, and this session was just for us to really identify that there are gaps when it comes to testing of children and when it comes to retesting of pregnant and breastfeeding women, and to get us in that state of brainstorming and thinking, what can we do? How can we make it better? How can we make sure that we are closing all of these gaps at our different entry points? I know that availability of test kits is a big problem that we face. But out of that, are we even trying to identify those that we have to test before it's that the test kits are not available? Because it's two things. Are we even identifying those to test? Do we know how to identify them? Do we know what it takes? And that's what's going to bring us now to our presentation from Dr. Grace. Angelita, I think you can stop sharing now so Dr. Grace can share her screen. I did introduce her earlier, but now that she's there, I will just introduce her again so that she can take us through the presentation. We have Dr. Grace, who is a senior technical advisor, and she works for ECPAV. She is a public health expert, and she has a wealth of experience when it comes to case identification. So she's there today to take us through. The focus of her presentation is really going to be around index case testing, because when we look at literature and everything, we find that that's one key strategy that we have to use when we are talking about children, when we are talking about pregnant and breastfeeding women. So right now, I'm going to make welcome Dr. Grace, who is going to take us through the next set of slides. And I invite all of us to be present. If you are in need of translation, please just go through the process like we explained, and you get the necessary translation so that you can be able to follow up with the presentation. Dr. Grace, you have the floor. Thank you. Okay, thank you so much. Bon après-midi à tous. Je suis le docteur Grace, le ECPAF Cameroun. Et donc, ensemble, nous allons essayer de pouvoir comprendre et connaître les stratégies qui vont nous permettre d'être plus confortables en ce qui concerne le dépistage du cas index. I hope that my screen is visible. J'espère que les slides sont visibles. Yes. Et donc, voilà. Yeah. Donc, nous allons rapidement faire des discussions. J'insisterai sur certains points. Et bien évidemment, si la présentation, vous voulez, je pense que vous vous adresserez à Dr. Vanessa qui va vous le partager. Donc, nous devons savoir effectivement que sur la base de la situation globale du pays, nous avons une prévalence qui, effectivement, à la date de 2017 et voire de façon récente, qui, selon les études qu'on fait en 2017, nous sommes à 3,3 au niveau de la région de Douala et 3,1 au niveau de la région hors de Douala. Et donc, pour ce qui est par rapport aux différentes structures qui offrent également des services d'appui, notons que nous avons des UPEC autour de 326, avec des sites offrant la PTM autour de 798. Nous avons des prestataires de soins qui ont été déployés dans les formations sanitaires, mais ça ne suffit pas parce que nous avons une file active à date de 76 220 clients. Donc, sachez que les stratégies, il y a beaucoup de stratégies pour renforcer la recherche des cas index, mais de façon confirmée, les activités portant sur l'environnement, c'est-à-dire test index, sont effectivement des activités qui nous permettent de toucher assez fidèlement les personnes de statut inconnu. Donc, il y a beaucoup de stratégies, les tests universels, les tests des personnes éligibles. Et donc, nous allons porter notre regard sur le cas de dépistage via le cas index. Donc, il est important ici, si au niveau du chat, vous pouvez me dire qu'est-ce qui est plus important, quel est l'aspect qui est plus important en ce qui concerne les activités de cas index. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat la meilleure réponse? Et par la suite, nous allons voir effectivement si effectivement tout le monde nous sommes au même niveau d'information. Qu'est-ce que c'est effectivement le cas index? Le cas index se concentre sur le dépistage des personnes, comme on dit, des personnes qui ont été exposées au VIH.
Et il s'agit de quoi exactement? Quand on parle de corps index, on part sur la base de quelqu'un, d'une personne qui vient d'être diagnostiquée comme séropositive au VIH et qui est effectivement dans un service de traitement, dans la formation sanitaire. Hello, Dr. Grace, you have muted your mic. OK. Donc, par rapport au cas index, comme je dis, c'est vraiment très, très important. Donc, la personne doit être inscrite dans le service de traitement du VIH. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, c'est un processus volontaire. Donc, ce n'est pas forcé. C'est un processus volontaire où le but, c'est de permettre à ce cas index d'énumérer tous les partenaires sexuels, tous les consommateurs de drogue et les enfants biologiques afin de les dépister pour le VIH. Allô? Oui, Dr. Grace. Dr. Grace, you have muted your mic. Okay, let's just be patient. Remember, we are doing PATA real and it can get really real. And if you're just joining us, you're welcome. We are discussing strategies to enhance case identification with a focus on index case finding. Just before you came, we were in some breakout sessions and we've been able to identify that indeed index testing is still a gap. And now we are having this beautiful presentation from Dr. Grace, who is walking us through, so we understand what and how we can proceed in carrying out index testing. Perhaps, Dr. Grace, you may want to stop sharing and share again if... Hello, Dr. Grace. Hello, Dr. Grace, can you still hear us? I don't know if she can still hear us. Let's just give it a moment. Hello, Dr. Grace. Allô? Yes, Dr. Grace. We got you now. We lost you for a moment, but you're back. You can go ahead. OK, désolé, il y a tellement de problèmes d'interférence. Donc, je disais que nous devons insister sur le respect des 5C. Ça, c'est vraiment important, la confidentialité, le consentement des conseils, les résultats des tests corrects et la connexion.
Et pour cette activité, nous devons nous assurer que le cas index est vraiment d'accord. Ça, c'est vraiment important. Ça ne doit pas être forcé. Et donc, c'est une activité dynamique. Lorsque nous arrivons à énumérer, lorsque nous arrivons effectivement à la lister, le but, c'est de pouvoir les contacter, de trouver les mécanismes qui permettent de pouvoir aider dans cette activité. Et bien évidemment, tous ceux qui sont éligibles doivent être soumis au test de dépistage volontaire du VIH. Donc, nous voulons insister sur le fait que le but du dépistage par cas index est vraiment de briser la chaîne de transmission. Et donc, vraiment, nous encourageons tous les acteurs à prendre cette activité et ne pas la trouver, elle n'est pas difficile. Nous allons voir effectivement quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir facilement le faire. Donc, ce que nous devons garder à l'image, c'est que nous partons du client séropositif. Nous avons le client séropositif qui est là, voilà Mamadou. Et donc, nous devons chercher les personnes qui ont été exposées à Mamadou. Lorsqu'effectivement, il s'agit d'une mère qui est biologique, ça veut dire que si c'est une femme qui est le cas index, nous devons rechercher d'abord les enfants biologiques. Les enfants biologiques dont on parle, ce sont les enfants qui sont nés de cette mère. Parce que nous savons que nous sommes en Afrique et en Afrique, nous avons souvent, nous adoptons les enfants qui deviennent nos enfants. Donc, ce sont les enfants biologiques. Biologiques. Et dans ce cas maintenant, nous devons tester ça, ces enfants biologiques, c'est-à-dire ceux qui sont nés de cette mère. Mais si le client séropositif est un homme, nous allons chercher les partenaires sexuels, ça veut dire le conjoint, celui qui a la bague au doigt. Le principal, c'est effectivement le financier. L'occasionnel, c'est celui qui vient et qui part de temps en temps. Nous avions également ceux qui partagent les aiguilles et les partenaires. Donc, ce sont des personnes qui, effectivement, sont des personnes exposées à la transmission à partir de ce client séropositif. Et maintenant, si c'est un cas index qui a moins de 19 ans, bien évidemment, nous devons avoir l'information concernant la mère et les frères et sœurs. Donc, nous avons également cette approche qui est vraiment très importante, l'approche 10-8-4. 10-8-4, c'est effectivement les 10 étapes du test index, comme on l'a structuré. Avant de faire l'activité, les personnes doivent savoir, ils doivent être rassurés que effectivement la confidentialité, nous insistons. Parce que si les gens ne sont pas confortables, si effectivement ils ne sont pas rassurés que tout ce que nous allons dire va être confidentiel, ma foi, ils ne vont rien nous donner. Ça part sur la confidentialité. Ça part sur l'atmosphère créée. Ça part sur la détente. Et lorsque la personne, effectivement, se sent à l'aise, nous devons obtenir son consentement. Nous devons avoir son consentement. Il doit savoir ce qui va se passer et être l'acteur de tout ce qui se passera. Donc, à cet effet, il y a la liste de tous les partenaires qui doit ressortir, comme nous avons expliqué, que ce soit les contacts sexuels, que ce soit, comme on a dit, le conjoint, le daddy, toutes ces personnes-là doivent être listées. Et à chaque personne, nous devons nous rassurer qu'il n'y a pas une notion de violence. Parce que s'il y a une notion de violence, c'est difficile de mener l'activité parce qu'il va avoir des conséquences par la suite. Maintenant, lorsque effectivement tout part de là, lorsque vous avez identifié avec la personne, il y a une notion de violence, vous devez travailler avec la personne, le cas index, pour que lui-même vous propose quelle est la méthode, comment on va faire, on fera comment pour tester ce contact, comment on va faire, on ne parle pas comme ça, c'est quelque chose qui se planifie. Et quand c'est bien planifié, nous avons de très bons résultats. Nous devons toujours garder en tête que cette activité, nous devons amener les acteurs à savoir que c'est une activité qui se veut confidentielle. Nous ne forçons pas les clients.
et la proposition doit être adaptée en fonction de la culture et nous rassurer que la personne a effectivement compris. Ça, c'est vraiment important. Donc, les mots doivent cadrer avec le niveau intellectuel de la personne que nous avons avec nous. Nous ne devons pas juger parce que nous pouvons tomber sur plusieurs types de patients. Et aussi, nous devons également aussi voir ce que nous pouvons encore apporter en plus. Ça veut dire que lorsque le patient vient et que nous voyons un patient et que le patient présente une maladie avancée caposie, ou bien il a une hémorragie, ou bien il a mal au ventre, nous devons d'abord accompagner ce patient parce qu'au-delà du VIH, c'est un patient qui a mal au ventre, c'est un patient qui a un autre signe et qui est inconfortable. Donc, lorsque nous avons centré le besoin du patient, nous sommes sûrs que progressivement, c'est beaucoup plus facile, les amis, à pouvoir maintenant continuer à pouvoir faire la proposition du ICT. Donc, en ce qui concerne les différentes stratégies de notification, il y a deux modèles. Nous avons le modèle qui est passif. Quand on parle de passif, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un modèle où il n'y a pas les interventions extérieures. Dans notre cas, contact, c'est lui qui est à la fois le médecin et c'est lui qui va s'assurer de divulguer et de nous renvoyer le client. Maintenant, il y a la méthode active. Cette méthode va intervenir les deux personnes. Moi, le médecin, moi, l'infirmier et également la personne qui est concernée, c'est-à-dire le cas index. Et donc, c'est à cette là qu'on parle des références. Donc, vous avez ce qu'on appelle la référence qui va être par le prestataire. Et donc, par le prestataire, il y aura un petit contrat où le prestataire, avec l'accord, peut appeler, peut visiter ce partenaire pour lui proposer le test. Et ça doit être discuté avec la personne qu'on appelle le cas index. La deuxième des choses, nous avons la référence contractuelle. Ça veut dire que le patient qui prend les médicaments, le prestataire, vont ensemble voir comment aider cette personne à pouvoir informer le partenaire. Et maintenant, par la suite, si au bout de 30 jours, le patient a des difficultés à le faire, le prestataire de soins a maintenant l'autorisation de contacter le partenaire. Maintenant, la référence double, elle se fait pour la plupart du temps dans les formations sanitaires et à cet effet, le prestataire aide ce patient à pouvoir partager le statut sérologique dans la formation sanitaire. Donc ça, c'est vraiment important. C'est ça la clé. La confidentialité, rassurer la personne, travailler avec la personne et avec la personne, choisir quel est le type de notification. Si ce n'est pas fait comme ça, nous allons toujours tomber sur des réticences, nous allons tomber sur des échecs parce que pendant que nous allons aller sans avoir l'information du cas index, nous allons faire des descentes vraiment, vraiment inutiles. Donc, ça, ce sont ici des lettres d'invitation qui peuvent être proposées pour les partenaires des femmes enceintes. Donc, lorsqu'il y a dans une formation sanitaire, ces lettres d'invitation, ces invitations peuvent être partagées avec la femme enceinte et à l'intérieur, on peut ajouter d'autres services qui vont stimuler la venue de l'homme, du partenaire à l'intérieur de cette formation sanitaire. Donc, les objectifs, on va revenir sur ça, mais ce que je voulais que nous retenons, c'est que ces activités du index case testing vont nécessiter une collaboration et une coopération. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir affaire à la communauté. Donc, vous devez aller à la communauté. Et donc, cette communauté doit être sensibilisée, elle doit accepter qu'avec ces équipes-là, qu'on puisse retracer tout, mais cela sur le contexte confidentiel. Donc, c'est vraiment une activité de collaboration et de coopération entre la communauté, entre les partenaires des formations sanitaires. Et donc, comme j'ai dit, il y a les 5 C. Le consentement.
la personne doit vous donner le consentement. Dans d'autres pays, les consentements sont écrits, mais si une personne vous donne le consentement verbal, vous écrivez que consentement verbal qui a été donné. Et sachez que le consentement, il peut vous donner le consentement maintenant, et puis 2 minutes après, il change d'avis. C'est pour cela que nous devons avoir des espaces alloués, indiqués, pour permettre que l'entretien se fasse. On ne peut pas faire l'offre du ICT dans un espace où les portes s'ouvrent à gauche, à droite. On a besoin du laptop, on a besoin de BIC, on a besoin du chargeur, parce que nous sommes dans des formations sanitaires et il y a beaucoup de ressources humaines. Il faut savoir que lorsque la personne vient, il doit se sentir rassuré que lorsqu'il va discuter avec vous, il n'y aura pas d'intermédiaire. La confidentialité. Il doit être sûr que le personnel est lié par le secret professionnel. Les affiches doivent être disponibles. Et vous pouvez même montrer à la personne que tout ce que nous allons dire ici va être entre lui, entre nous et moi. Les conseils. Les conseils doivent être appropriés. C'est pour ça qu'il y a cette plateforme. Et cette plateforme est vraiment indiquée pour former ceux qui, effectivement, sont nouveaux dans la prise en charge, mais également pour accompagner ceux, effectivement, pour faire des refresh pour ceux qui avaient déjà quelques compétences dans ce domaine. Nous devons être très important. Et nous faisons des formations dans le cadre des directement respecter l'algorithme de chaque pays. Et bien évidemment, nous devons amener les personnes à pouvoir bénéficier d'une plateforme de soins adaptée à effectivement ces soucis. Donc, comme les slides sont, je vais parcourir certaines slides et comme j'ai dit, ce que j'ai donné comme information, vous allez pouvoir vous nourrir de ça. C'est pratiquement la même chose. Donc, nous devons protéger tout renseignement personnel du patient. Donc, la confidentialité est quelque chose de très important. Elle se veut dans la confidentialité des données, les noms, les dates, les diagnostics, tout ça doit être confidentiel. L'environnement aussi doit être confidentiel. Lorsqu'on voit un environnement comme ça, on est sûr au moins que les données ici sont gardées. Mais lorsqu'on part dans les formations sanitaires, la paperasse est partout. Ma foi, c'est difficile que la personne soit confortable. Pour tous les acteurs qui travaillent dans les formations sanitaires, nous devons signer pour nous tous, médecins, infirmiers, ces formulaires de confidentialité qui se veut annuellement pour que nous soyons sûrs que toutes les personnes qui travaillent dans nos formulaires. Donc, en ce qui concerne les brainstorming, avec la permission, on peut considérer. Que doit-on considérer? Quel est ce qui doit être l'élément capital qui nous permet de pouvoir nous rassurer de l'activité? Qui doit faire? À qui doit-on proposer le test? On doit proposer le test, comme on a dit. Le test doit se proposer au partenaire index. Et ce test peut être un test familial. Comme j'ai dit, le test familial, moins de 19 ans, il y a des critères. La personne, la mère vit avec le VIH, le père vit avec le VIH, déclarant la maman vivant avec le VIH ou décédé, le frère ou la sœur biologique vit avec le VIH. Donc ça, ce sont aussi, nous avons des personnes qui présentent des co-infections, les perdus. Donc, quand est-ce qu'il faut faire? Quand on doit offrir le service? On doit offrir le service chaque nouveau.
chaque fois qu'il y a un événement nouveau, même au niveau de l'arbre généalogique, au niveau, elle est venue, elle était célibataire, et maintenant notre patient est elle est maintenant mariée, nous devons offrir. Qui doit offrir? Il n'y a pas quelqu'un qui doit offrir particulièrement. Tout acteur qui travaille dans les formations sanitaires se doit être formé et doit effectivement offrir, faire cette offre-là. Pour la simple raison que nous avons constaté que l'offre d'un homme à un homme produit effectivement beaucoup d'effets. Donc, si dans votre formation sanitaire, vous avez des hommes, mettez-les à contribution pour pouvoir avoir un grand nombre de personnes pour effectivement avoir les cas. Si vous avez dans vos formations sanitaires les médecins, les personnes qui ont un certain profil, c'est vraiment important de les mettre à contribution avec effectivement pour pouvoir toucher les personnes d'une certaine classe sociale dont tout le monde doit offrir. Et où ça doit se faire? Ça peut se faire dans les centres, dans les points de prestation, mais à condition que la confidentialité soit préservée. La considération c'est le personnel doit être formé. Le personnel doit être formé. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Et dont les programmes auront besoin d'affecter les prestataires spécialisés dans ce domaine-là. Et il faut savoir que cette activité aussi a un coût. Ça a un coût financier, un coût en ressources humaines. Et le but de ça, ce n'est pas seulement de chercher les nouveaux cas, mais pense que vous trouvez, vous faites l'activité et qu'il y a des anciens cas, il faudrait les accompagner pour qu'ils puissent revenir dans le système de soins. Nous insistons sur le climat de confiance. C'est vraiment important. La personne doit se sentir en confiance et doit avoir toutes les informations. Le travail ensemble est important. Chacun apporte quelque chose dans cette activité. Et lorsque nous travaillons ensemble, les services sont optimaux et bien évidemment, les cas index que nous voulons identifier, l'activité va être optimale. On a parlé de santé spirituelle parce que ces derniers peuvent aussi également intervenir. Santé spirituelle plus santé physique permet aux personnes séropositives d'être en bonne santé. La confidentialité partagée, elle est une confidentialité qui s'établit entre l'établissement et les partenaires communautaires. Nous n'allons pas insister sur ça, mais nous tenons vraiment à ressortir cette image pour savoir que lorsqu'on propose un test index, sachez que l'activité se veut dynamique. Nous devons toujours continuer jusqu'à ce que le réseau sexuel soit terminé. Ça, c'est l'exemple d'un cas, un patient, un cas index, il a donné un partenaire qui était positif. Par la suite, il a donné un autre partenaire qui était positif. Par la suite, il a donné un autre partenaire qui était négatif. Donc, c'est un arbre tant que la personne, effectivement, continue à avoir des activités sexuelles dynamiques. Nous devons toujours faire l'offre en rassurant la personne et en insistant sur la confidentialité. Nous devons relier les contacts à tous les services qui les permettent d'être traités et de les orienter. La sécurité également des personnes qui font l'activité est importante. C'est pour cela que nous devons identifier avec la personne cas index quelle est effectivement la méthode, le mécanisme pour pouvoir avoir le partenaire sexuel, le contact des objets tranchants. C'est vraiment important. Donc, il faut maintenir cette sécurité et cette sûreté. Lors des visites à domicile, les prestataires doivent porter des vêtements de vie normaux. Ça aussi, c'est important, à éviter de porter des éléments, des habits qui vont stimuler le partenaire ou la personne que vous allez tester. Donc, nous ne devons pas les provoquer par les tenues et donc nous devons nous habiller de façon décente. Et donc, nous devons aussi nous éloigner les messages négatifs. Nous ne devons pas faire utiliser des messages pour les culpabiliser. Nous ne devons pas renforcer la stigmatisation, toujours parler de la mort, toujours parler de la maladie. Ça, nous devons éliminer cela. Mais plutôt, partager les messages d'espoir. C'est vraiment important. Leur dire que
Le VIH, il existe, mais avec le traitement, on peut vivre longtemps sans problème. Donc ça, ce sont ces messages d'espoir qui permettent aux patients que lorsque nous offrons les services, lorsqu'ils savent qu'il n'est pas seul, que nous sommes là pour les aider, nous sommes sûrs que progressivement, lorsque nous allons les proposer les options, ils vont, Éternel Seigneur, être attirés et également, ils vont être assez confortables. Donc ça, ce sont des messages d'espoir qui est important de pouvoir discuter avec les patients et en insistant qu'un traitement bien pris a des avantages pour la prévention, pour les partenaires, les enfants et les communautés. Et l'explication de l'expression indetectable, you égale you, qui nécessite que la prise se veut quotidienne, et parce qu'une prise quotidienne réduit la quantité de VIH à un niveau bas que le test ne peut le détecter. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Maintenant, quels sont les conseils? Nous avons le conseil que nous pouvons donner pour améliorer l'activité. Déjà avant, c'est que quand on parle d'élicitation, c'est qu'on amène la personne à nommer. Il doit nommer, il doit identifier. Il peut y avoir des événements douloureux, des tiroirs qu'on veut fermer. Il faut aussi que la personne sache qu'on connaît qu'il y a ce genre de tiroir qu'on veut fermer, mais qu'il est le plus courageux. Et parce que lui, il est courageux, il est venu à l'hôpital, nous voulons qu'il nous aide à aider les personnes à pouvoir effectivement connaître leur statut dans la confidentialité. Donc, on doit l'amener à pouvoir nommer ses partenaires sexuels ou d'injection ou de drogue ou les enfants biologiques. Je pense que cette figure, on l'a présentée et dont les 5 conseils pour améliorer l'élicitation, c'est de fournir des soins et des conseils centrés sur la personne. Ça, c'est capital. Si nous n'avons pas ça comme information, nous allons passer à côté. Un patient ne peut pas être au service d'urgence. Nous courons pour faire le test VIH. Il est venu en urgence, il a une hémorragie, on doit lever l'urgence et par la suite, on peut maintenant faire les autres propositions. La personne doit savoir que la confidentialité fait partie de la même mise. Nous sommes dans un système où la confidentialité, quelle que soit la maladie, nous devons garder tout dans le ventre. Les questions doivent être appropriées. On doit s'ajuster au niveau du patient pour nous assurer qu'il a compris. Est-ce qu'il parle le français? Est-ce qu'il parle l'anglais? Est-ce qu'il a vraiment compris de quoi il s'agit? Et nous ne devons pas seulement nous ajuster là, même au niveau des protocoles qu'il prend. Est-ce qu'il est assez confortable? Nous devons aussi arrêter d'être trop super expert, super médecin. Nous devons également apprendre à détendre l'atmosphère. Ça nécessite pour le ICT, nous devons être de bons acteurs. Donc, nous devons effectivement banaliser le sexe et dire que oui, effectivement, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, je me sougarde à dire, lorsque vous utilisez l'argot, lorsque vous utilisez l'humour, ça détend l'atmosphère et la personne se sent vraiment à l'aise. Et bien évidemment, lorsqu'il y a également ces entrevues motivationnelles qui permettent de répondre à toutes les préoccupations du patient, vous êtes sûr qu'avec cette bonne communication, avec toutes ces images, avec tout cela, nous sommes sûrs que cette personne va s'ouvrir. Vous voyez ici 2 personnes, le prestataire et le patient. Le patient qui demande au prestataire est-ce que ses résultats sont disponibles et le prestataire, le prestataire lui dit oui, vous pouvez voir ça dans le website. Donc, vous voyez ici que la confidentialité a été biaisée et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment restructurer. Pour les femmes, nous insistons qu'elles ne nomment pas les enfants non biologiques qui pourraient être sous la garde. Nous devons chercher les enfants qui ont été mis au monde. C'est pour cela que les portes d'entrée doivent être suffisamment couvertes pour permettre que vraiment les activités du ICT, quel que soit le couloir, quel que soit l'endroit où la personne peut visiter. On a parlé de la vaccination, on a parlé des CPN, on a parlé des services. Les services doivent être intégrés et donc tout le monde doit contribuer à pouvoir faire de cette activité une activité qui va produire des résultats, qui va permettre à ceux qui sont de statut négatif dans la communauté à pouvoir connaître leur statut et bien évidemment lorsqu'ils vont connaître leur statut, s'ils sont positifs, on les met sous traitement et s'ils sont négatifs, on va mettre des services de prévention
à disposition et on va faire ce suivi. Donc, voici ce que je tenais à partager avec toutes les personnes qui sont connectées et nous sommes ouverts aux préoccupations et aux questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Grace. Oh, I'm so excited. She has made index testing looks like, small matter. I hope in your corner you are saying this is a small matter. And indeed, together we can identify the children, we can identify the pregnant women, we can identify all of them. Thank you so much, Dr. Grace, for simplifying this and really bringing it down for everybody to understand, for everybody to accept that it is possible. And as Pata, we say we can do it, and indeed we can do it now, we can do it together, and we can do it right. So right now, if you have some questions, you can ask your question. I see Umaru. Umaru, vous pouvez poser votre question, pardon. Merci pour la parole donnée. Alors, j'ai suivi avec grand intérêt cette présentation sur les cas index. C'est vrai que j'ai pris ça de cours, mais c'est beaucoup édifiant, surtout sur le fait que ça retrace, ça donne la cible à qui il faut s'adresser. Moi, je croyais que un cas index là, le dépistage autour des cas index, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace dans la famille, ça veut dire tout simplement que nous allons prendre pratiquement toute la famille et même, pourquoi pas, les voisins autour. Mais en temps de cette présentation, on prend euh, les membres de la famille qui sont inférieurs à 19 ans, c'est ça, je pense, et les partenaires. Est-ce que cela ne peut pas donner une suspicion peut-être pour les autres membres de la communauté qui sont là? Si on va seulement dans une famille, pourquoi ne pas aussi intégrer les autres membres de la communauté? Voilà un peu ma petite préoccupation. Merci. OK, Et c'est pour cela Vanessa d'ailleurs que, Kana? oui, et Yes, c'est pour Dr. cela Grace. d'ailleurs que j'ai écrit dans le chat, et si on peut partager ces présentations-là avec nous autres qui étions là, même par mail ou par quoi, parce que ça nous permettra de les lire davantage. Merci. OK, merci beaucoup, Maro. Ta question est une très belle question. Lorsqu'on vient de façon pratique, parce que moi j'aime beaucoup la communauté, lorsqu'on vient de façon pratique dans un milieu et qu'on a un objectif pour tester 2 ou 3 enfants, bien évidemment, effectivement, on n'a pas dit de ne pas tester tout le monde, mais c'est au niveau de la documentation que les choses vont être différenciées. C'est très, très important. C'est pour cela qu'il faut bien planifier. Lorsqu'on part tester quelqu'un, il y a des formulaires. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais il y a des formulaires où on doit savoir. L'enfant, je dis n'importe quoi. L'enfant, il est comment, il est brun, il vit chez qui? On montre même la maman si elle veut, si l'enfant vit, je dis n'importe quoi, chez la tante. Et que bien évidemment, on veut absolument tester et la tante ne connaît pas. Et quand on connaît bien la tante est ouverte. Elle doit même vous montrer la photo. Je vous dis, si vous voulez faire le ICT et le réussir, vous devez être vous devez être un très, très bon acteur. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc, vous devez savoir de quel enfant il s'agit. Bien évidemment, lorsqu'on a la photo, on connaît à peu près de quoi. On sait que lorsqu'on va aller, on va trouver 5 enfants. On ne peut pas, puisqu'on a dit qu'on va faire le dépistage, on va tester les 5 enfants. Mais l'enfant qui va être documenté dans le cadre des activités du ICT, c'est l'enfant qui est né du cas index qui est dans notre formation sanitaire. Par contre, les autres vont être testés comme le testing population, population générale, ou bien le FESH, c'est-à-dire que au niveau, la différence va intervenir au niveau de la documentation. C'est pour ça que nous insistons que tous ceux, effectivement, qu'on considère comme enfants biologiques doivent être les enfants qui sont nés du ventre, pas les enfants qu'on a adoptés. Parce que si vous venez chez moi là maintenant, c'est les congés, vous allez voir 3 ou 4 enfants.
Mais parmi les trois ou quatre, il y a peut-être une qui est ma fille. Les deux autres, ce ne sont pas mes enfants. Mais on se ressent parce qu'on a le même frère et la même sœur. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair, Omaro, par rapport à ça? Oui, je pense que ça va. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'est à partir de la documentation que les choses doivent se faire. Sinon, si ce n'est pas fait comme ça va entraîner la Disons. stigmatisation. Voilà. Et c'est pour ça que si on veut aller vers la tranche d'âge qui est un peu plus au-dessous, on utilise d'autres stratégies pour ne pas seulement parler du VIH. On va parler test du diabète, test du palu, test de ceci, test de cela, en ayant une cible particulière que l'on recherche. Merci. Ok. OK, merci Merci. beaucoup. Thank you. Dr. Merci, Shimba. Omaru. Dr. Shimba, you Et have je the vois floor. docteur Chimba. Ok, bonjour et merci beaucoup, docteur Grace, pour une bonne présentation. J'ai un peu des petits soucis là par rapport à Index. Euh, Oui, c'est quoi? C'est quand euh, vous avez déjà eu des contacts de l'index. Maintenant, oui. en ayant des contacts, vous a donné toutes les informations. Mais les Mhm, contacts ne sont pas dans la même région que index person. Ils ne sont pas dans la même région. Il y a un problème il faut aller les chercher pour qu'ils soient testés et quelque chose comme ça. Bon. Elle a déjà donné un consentement éclairé. Est-ce que mhm. nous sommes permis à communiquer avec d'autres prestataires de la région où se trouvent les contacts si nous sommes incapables de les atteindre pour que ces gens soient testés? Alors, si nous contactons d'autres prestataires, est-ce que allons-nous encore recevoir les consentements pour que nous partageons les informations avec d'autres partenaires de santé? Ça, ce sont des questions que je me pose. Aussi, euh, s'il arrivait que le contact dit que vous devez me révéler parce que vous n'êtes pas Dieu pour dire que qui est en train de me doiter. C'est ce qui cause parfois des conflits. Alors, Exact. quelle est la méthode que nous pouvons utiliser pour convaincre la personne? Parce que je peux vous dire que non, je ne connais plus rien, vous n'êtes pas Dieu, alors rentrez. Là, ça peut être une cause d'échec dans notre procédure. Merci beaucoup. Euh, vous avez la parole. Ok, docteur Chimba, j'adore ce scénario. Il est vraiment complexe. La première des choses, comme j'ai insisté, c'est la confidentialité et la confidentialité partagée. Dans les formations sanitaires, ça veut dire que si vous couvrez une zone, je donne un exemple, vous couvrez une zone comme zone X, et que la personne vous fait savoir que Madame Gouda vous dit que non, son partenaire est à la zone Y. Première des choses, avant déjà que vous devez d'abord discuter, il y a des éléments, des informations que vous devez avoir d'elle. On n'a pas eu le temps de le partager, mais je peux vous partager ça. Comment est-ce que cette personne va appréhender si on fait le test? Est-ce que c'est une personne qui est de nature facile ou c'est une personne qui est de nature un peu plus... c'est une personne qui effectivement a besoin d'être persuadée. Le cas index doit vous donner toutes les informations pour que psychologiquement les personnes qui parlent puissent savoir à quel type de personne on a affaire. Et la profession également est très, très importante. Parce que comme je disais aux collaborateurs, vous ne pouvez pas appeler un procureur pour lui dire vous avez été exposé. C'est lui qui va vous exposer. Donc ici, il faut avoir toutes les informations qui vous permettent de mettre toutes les chances de votre côté. Maintenant, est-ce qu'un hôpital peut, avec un autre hôpital, fonctionner pour que l'activité puisse être mêlée? Oui, parce que nous sommes tenus par le secret professionnel. Donc, il s'agit de travailler en collaboration avec deux acteurs pour pouvoir aller tester quelqu'un parce que ça reste dans le cadre de la confidentialité. Si la personne est testée là-bas, deux choses l'une, soit on vous redonne les données et dans le système, vous notez patient testé A, parce que nous sommes tenus par le secret professionnel. Que je sois ici et que l'autre est en RDC, nous sommes tenus
pour le secret professionnel. C'est ça que j'ai parlé de confidentialité partagée. Maintenant, et ça, c'est la bonne approche parce que vous ne pouvez pas voyager pour aller faire le test. Vous devez voir quelles sont les personnes qui sont là-bas pour vous aider à pouvoir faire le test. Ou à défaut, il y a l'autre stratégie, comme je vous ai présenté, la stratégie avec l'option passive. Et donc, avec l'option passive, c'est la personne qui essaie d'encourager le partenaire à aller dans la formation sanitaire. Donc, il y a des formations sanitaires que vous connaissez et on propose, comme c'est les hommes, parce que vous, les hommes, vous ne partez pas beaucoup à l'hôpital, vous-même, vous le savez, que ce soit docteur, hein, docteur Chiba, ce n'est pas facile, c'est ça, l'homme, c'est le chef de famille, il regarde le résultat de madame, et si madame va bien, il dit qu'il va bien. Donc, pour les hommes, il faut vraiment des services adaptés aux hommes, c'est-à-dire qui permet d'attirer l'homme dans la formation sanitaire. Et donc, c'est vraiment un package qu'on met en place, dont on identifie une formation sanitaire qui a ce genre de service. On fait la prise de tension, on prend les glycémies, maladies cardiovasculaires gratuites, et on dirige la personne là-bas en collaboration avec le personnel qui est là-bas. Et bien évidemment, avec le personnel qui est là-bas, on doit fournir les informations qui vont lui faciliter la tâche. Si c'est quelqu'un qui est difficile, mais qui n'est pas violent, il saura effectivement quelle est la personne qui peut, à la hauteur du profil qui a été destiné, amener la personne à se persuader. Bien évidemment, la personne peut être douce et vous testez et la personne refuse. Mais gardons à l'esprit que même si la personne a refusé de continuer, si vous gardez le professionnalisme, vous gardez cette oreille d'écoute, cette personne reviendra. Ne soyons pas frustrés. Continuons à maintenir et je suis sûre que la personne va revenir. Lorsqu'il y aura des soucis, la personne va dire, ah, je vais aller chez le docteur Shibala, même comme je l'ai frustré, je vais y aller. Maintenons cette confidentialité et le patient reviendra sûrement. Ça, je le sais d'expérience. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Dr. Grace. And thank you very much. I think we are at the top of the hour. But before we go, I just want to get some reactions from our participants. Dr. Fabrice, would like to get a reaction from you, just to hear what you thought. Just not anything long, just say something about the session. After Dr. Fabrice, we are also going to hear from Mr. Cyprian, who would also tell us what they thought about the session. So Dr. Fabrice, you have the floor. Please, let's be snappy so that we can close. Dr. Fabrice, vous m'écoute? Allô? OK. Oui, Mr. vous Cyprian. m'écoutez, bonjour. Bonjour, Doc. Oui, merci. Bonjour à tous. Vraiment, j'ai été ravi de participer à ceci. C'est vrai que nous avons eu l'occasion d'être formés physiquement par vous sur tous ces éléments-là pendant près d'une semaine récemment. Dans le groupe, il y a plusieurs personnels de l'hôpital de Bamenjo. Donc, j'ai été ravi une fois de plus d'être enrichi, surtout la dernière présentation du docteur Niem. Ça m'a rafraîchi la mémoire. Donc, vraiment, merci à tous. D'ailleurs, nous sommes sur un projet à l'hôpital pour justement sur le dépistage cas index parce qu'on a des difficultés en rapport avec des chefferies de quartiers où il y a des foyers de polygamie. C'est vraiment difficile d'y entrer et de venir faire le cas index. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur des stratégies appropriées pour pouvoir mener une activité intégrée qui va pouvoir faire un dépistage cas index et de rompre davantage la chaîne de transmission. Donc, merci une fois de plus à tous. Merci. Merci beaucoup, Dr. Fabrice. Okay, Mr. Cyprian, can we hear from you? Very quickly, please. Mr. Cyprian, can you hear us? Okay, I don't know if you can hear us.
Okay, if not, Je suis suivi, merci. yes, super. Go ahead. Hello. Oh, Cyprian is in Akko. Maybe he's hanging on a tree and the network is not going. Cyprian, can you hear me? Answer now. Okay, the person who is talking, Madame Belinda, give us an appraisal. Let's go. So we are very happy with the working session. It has been so teaching, but what we did not understand was the 10-8-4, the 10 steps of index cases that the other doctor says she will give us. Finally, we did not have it. We enjoyed the session though. Yeah, welcome. So I'm going to share the slides. So maybe rapidly, Dr. Grace can just speak to what 10-8-4 is, and then we are going to wrap up the session. So Dr. Grace, you have the floor. If you can speak in English, I'll be grateful just for that 10-8-4. Okay. Can you repeat your answer, please? Your question? 10-8-4. So they just want to know. So I guess they missed out because you spoke about 10-8-4. 10 is the 10 steps. So just maybe remunerate. That 10 stands for, yes. Okay, Yes. okay. Concerning 10 is concerning a step. The step you want to respect in order to try to be sure that to be sure that you offer the ICT, you obtain the consent, you have all these 10 steps you must to respect. Now, 8 is concerning the global attitude you must to have. That's why we insist about confidentiality. Language must be adapted by the client. The culture, this activity must to be free. That is very important. It's very important to integrate all the team in order to continue to work with the client. And now 4 is concerning the notification. You have 2 types of notification. We have passive and we have active. Active is not simple. Passive is simple. Active, we introduce 2 types of person, client and head worker. That's why you must respect 10, 8, and 4. It's a sigle. This sigle must to match together in order to be sure that this activity you can have a success. Thank you. So we are going to have the 10-8-4 translated, and we are going to share with all the sites so that you guys can always refer to it and use it to ensure that you're offering index testing the right way. Cyprian, please mute your mic. And you're respecting confidentiality and you're avoiding violence. So I think we've had a successful session. We've been able to go through from showing that it works, testing works, from the case that we had at the beginning where we showed you the experience from Tanzania, where they tested 866 children from 2 districts and they were able to have over 156 positive and 43 of those children not even being associated to index case testing. So that tells us that if we do our index testing well and if we integrate it, like Dr. Grace was saying, when you go to the family to test, it's true that your focus is the children, the biological children, but you can test the other people who are in the house. It's when you come to reports that you are going to make the difference. I think that just goes a long way to show us that if we test, we are going to find the positives. We've had breakout sessions where we've been able to discuss and see that indeed we still have gaps in terms of offering and executing index testing, and in terms of PMTCT testing and retesting in the PMTCT program.
And we have sealed it up with this very beautiful presentation, which has spoken to us about how can we effectively identify and carry out index testing to be sure that we are actually putting an end to pediatric HIV by 2030. We honestly want to thank everyone who has taken part. Thank you very much, Dr. Grace. Thank you, Dr. Sandrine. Thank you, Angelita, and our awesome translators for being there to make sure that this session was a success. Thanks to all our colleagues from ECPAV, from KIDEX, from CBCHS, from PATA, from UNICEF, who have taken part in this session. And we really hope that to all our collaborators at the site, we are indeed going to put these learnings into action, and we are going to have better results that are really going to help us to end pediatric AIDS by 2030. So thank you very much. I think we are going to take another rendezvous for another PATA reel, which will be taking place in September. That will be on the 23rd of September. But before then, we are going to remind you, and we're going to share the link for you to participate and the topic we are going to discuss. And please come along with someone as you're learning. We love that everyone should learn something. Thank you for being there today, and bye from us. Bye, Dr. Vanessa. Bye. Thank you, Dr. Vanessa. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much.